Alors, Madame Pécresse, je vous invite juste à regarder la première question, voilà, qui est juste là. Bonjour Madame Pécresse, ma question est, qu'avez-vous pensé du dernier rapport du GIEC et quelles seraient vos démarches pour lutter contre la crise climatique? Eh bien, il m'a énormément inquiété le dernier rapport du GIEC. Et moi, je considère qu'on ne peut pas léguer une dette écologique à nos enfants. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux remettre la France sur la trajectoire zéro carbone 2050. Vous savez que Emmanuel Macron a été condamné pour inaction climatique. La France a été condamnée pour inaction climatique. Donc on va se remettre sur cette trajectoire. Moi, je ferai un Élysée de l'environnement. Je réunirai tous les porteurs d'enjeux dès juin à l'Élysée et on prendra des indicateurs de résultats. Parce que moi, je suis une écologiste des résultats. Je veux qu'on baisse notre consommation d'énergie. Je veux qu'on produise de l'électricité décarbonée. Je veux qu'on mette fin aux passoires thermiques. Je veux qu'on recycle et qu'on passe à l'économie circulaire. Je veux des vrais indicateurs de protection de la biodiversité et de baisse de la pollution de l'air. Je veux aider le monde économique à faire sa transition écologique. Et puis je veux aider aussi les Français socialement à devenir écologistes et à avoir des comportements écologistes parce que je ne veux pas d'une écologie punitive et antisociale. C'est ce que j'ai fait dans ma région, l'écologie des résultats, et maintenant je veux le faire pour la France. Alors concrètement, vous dites pas d'écologie punitive, ça consiste en quoi concrètement au quotidien pour les Français? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quand on est notamment dans les zones rurales, on a tendance à vouloir prendre sa voiture, on doit prendre sa voiture parce qu'on n'a pas d'autre choix. Le sujet aujourd'hui sur les mobilités électriques, c'est que déjà il n'y a pas de bornes. Donc il faut 200 000 bornes électriques. Ensuite, deuxième sujet, c'est que les voitures électriques coûtent très cher. Donc il faut réussir à mettre en place un marché de l'occasion des voitures électriques ou une filière industrielle du rétrofit des véhicules thermiques. C'est-à-dire vous amenez votre véhicule et pour entre 5 000 et 10 000 euros, on vous change juste le moteur. Donc il y a toute une filière à mettre en place pour essayer d'aider les Français à passer aux mobilités électriques. Et puis j'ajoute que dans les territoires ruraux, il faut aussi travailler à des services de transport plus collectifs, avec notamment ce que je fais dans ma région, mais ce qu'il faut faire sur toute la France, c'est-à-dire des transports partagés à la demande grâce à Internet. Mais ça suppose aussi ce que je propose, le territoire intégralement fibré en 2024 pour pouvoir avoir accès à tous les services, y compris dans les territoires ruraux. La question suivante sur la tablette, Madame Pécresse. Bonjour Madame Pécresse, que pensez-vous de l'élevage intensif vis-à-vis de l'écologie et du bien-être animal? Alors d'abord, il faut savoir que en France, si on prend par exemple les élevages bovins, c'est 65 vaches en moyenne. Donc nous avons une agriculture qui est à caractère familial en France. C'est le modèle français. Moi, je veux préserver ce modèle français d'une agriculture à caractère familial. Mais je veux aussi du bien-être animal et je veux des garanties de bien-être animal et des chartes de bien-être animal tout au long de l'élevage et y compris jusque dans les abattoirs où moi je suis favorable effectivement à ce qu'on puisse avoir des vrais contrôles et des caméras de façon à garantir effectivement les conditions. La question suivante sur Instagram. Alors, la couleur de l'eau me demande si je prévois d'encadrer les pratiques de chasse, et notamment l'interdiction le dimanche. Alors moi, je ne veux pas opposer la ruralité et la ville. Et c'est vrai que si on interdit systématiquement le week-end la chasse, on va l'interdire tout court parce que les chasseurs ne sont pas des retraités. Mais je pense qu'il faut qu'on ait des conférences locales de partage de l'espace. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse se mettre d'accord entre les promeneurs et les chasseurs pour pouvoir mettre en place des vraies chartes de bonne conduite entre les deux. Dans ma région, aujourd'hui, parce que c'est une région très urbaine, la chasse est interdite le week-end sur les forêts régionales et domaniales publiques parce que c'est une région très urbaine. Ça n'est pas forcément nécessaire dans les régions beaucoup plus rurales. Donc concrètement, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui souhaitent se balader en forêt le week-end sans risquer de se faire tirer dessus? On sait qu'il y a eu 400 personnes qui ont été tuées entre 1999 et 2020, 90% de chasseurs, certes, mais il y a toujours le risque d'être blessé, il y a plusieurs centaines de blessés par an. Et je pense vraiment qu'il faut... On a le Sénat qui est en train de travailler sur un rapport pour voir si on peut encore renforcer les obligations, mais je crois qu'il faut que localement, autour du préfet, on se réunisse et qu'on voit comment on organise le partage de l'espace entre les chasseurs et les promeneurs. Alors, vous dites concrètement... Moi, je crois à la puissance du local, je crois aux solutions locales. Vous soutenez le délit d'entrave à la chasse. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Concrètement, moi, c'est la loi, rien que la loi. Donc, quand une pratique est autorisée, moi, j'aime pas que les activistes viennent l'empêcher. L'autre jour, j'étais dans les Vosges. Alors, c'était pas sur la chasse, c'était sur le bois. Vous savez que je veux mettre en place une grande filière bois de matériaux biosourcés parce qu'il faut qu'on construise davantage en bois. Aujourd'hui, le bois français de nos forêts, les arbres sont abattus, ils sont envoyés en Chine et maintenant, et en plus, ils ne reviennent plus parce que les Chinois les gardent. Donc, il faut une filière de matériaux biosourcés bois. Les forestiers, aujourd'hui, il y a des activistes qui viennent taguer assassins sur leurs machines parce qu'ils coupent des arbres. Voilà. Donc, il faut arrêter l'activisme. C'est pas possible. L'autre jour, il y a eu des activistes qui ont renversé un train de blé alors qu'on en manque. On en manque. Avec la guerre en Ukraine, que les prix sont très hauts, eh bien ils ont renversé le train de blé parce qu'ils croyaient que c'était un train d'OGM. Donc moi je dis que ces pratiques activistes n'ont pas leur place dans la République. Quand une activité est autorisée par la loi, on ne vient pas l'entraver, quelle qu'elle soit. Après, si l'activité est interdite, elle est interdite. Alors devant des collectifs de chasseurs, vous avez dit avec moi les savoir-faire ancestraux seront protégés. Qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement ? Je veux dire que la chasse, c'est un acquis de la Révolution française, mais on en a besoin. Là encore, j'y reviens, prenons la forêt. Pour reforester la forêt, pour replanter des arbres, il faut que les glands de chêne, par exemple, poussent. Pour ça, il faut qu'il n'y ait pas trop de sangliers, il faut réguler le gibier. Donc je pense que la régulation du gibier est nécessaire et qu'il faut qu'on la fasse d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, moi je le dis, aujourd'hui je n'oppose pas la ruralité et la ville, parce que c'est des traditions différentes. Je voudrais qu'on apprenne à les conjuguer et que chacun puisse se respecter mutuellement. Parce que je pense que personne n'a envie de voir proliférer des nuisibles ou des sangliers. Voilà, la question suivante. Alors Maxime demande mes mesures pour lutter contre les féminicides. Alors, je veux, et je pense que j'ai été la première à le proposer, parce que je l'ai proposé en tant que présidente de région et en lien avec la présidente de la région de Madrid, dont je suis très proche. Je veux mettre en place le même système que les Espagnols, une juridiction spécialisée contre les violences conjugales et intrafamiliales, qui instruira la plainte en 72 heures et qui prononcera des ordonnances de protection dans les délais qui sont prévus par la loi de 6 jours, mais qui ne sont absolument pas respectés aujourd'hui. Mais je veux aller plus loin. On a aujourd'hui, vous savez, des bracelets anti-rapprochement. Ces bracelets anti-rapprochement, ils ne sont jamais prescrits par les juges avant les jugements. Il faut qu'ils soient prescrits dès que la femme porte plainte, au moment de l'ordonnance de protection, parce que c'est ça qui la protégera. 85% des femmes qui sont mortes sous les coups de leur compagnon ou de leur ex-compagnon, avaient porté plainte avant. Et d'une manière générale, je veux qu'on triple les amendes pour le harcèlement des femmes. Élire une femme présidente de la République, ça doit changer quelque chose pour toutes les femmes de France. Alors, vous dites justement de tripler les amendes pour le harcèlement de rue, mais concrètement, comment ça se passe pour saisir cette infraction ? Parce qu'il n'y a pas forcément des policiers à chaque coin de rue. Comment ça se passe concrètement ? Alors là aussi, il y avait une promesse du gouvernement qui n'a pas été tenue, c'est la pré-plainte en ligne. Parce que moi, ce que j'ai constaté, vous savez que je gère les transports dans ma région, en Île-de-France, donc le métro, et qu'il y a beaucoup de harcèlement dans les transports. Donc j'ai mis en place un numéro unique d'appel, le 3117, que je veux généraliser à toute la France pour que quand on est dans les transports, on puisse mettre un SMS, briser l'omerta et transmettre pour qu'il n'y ait plus de harcèlement dans les transports. Mais pour les femmes, toutes les femmes, il faut développer la pré-plainte en ligne parce que la plupart des harcèlements ont lieu le soir, entre 17h et 20h. Et les femmes rentrent chez elles et elles ont leur vie. Donc si elles se font harceler entre 17h et 20h, elles peuvent avoir la tentation de ne pas aller porter plainte parce qu'elles doivent rentrer chez elles doivent aller s'occuper de leur vie de famille, de leur vie personnelle. Et dans la pratique, c'est très différent parce qu'on voit aujourd'hui que les commissariats, même sur les violences conjugales, ont parfois du mal à traiter les plaintes. On discute des fois avec des policiers qui nous disent il y a un tas de plaintes et c'est pas forcément pris en compte tout de suite. Alors le harcèlement de rue, où on est sur des caractéristiques encore beaucoup plus étoffées, beaucoup plus de harcèlement, beaucoup plus de plaintes potentielles, comment on fait vraiment pour que ça fonctionne ? C'est-à-dire, parce qu'il y a la théorie et la pratique où Je veux un plan d'urgence pour la justice. On a une justice qui est effectivement noyée sous le stock d'affaires à juger. Justice civile, justice pénale, justice commerciale, justice administrative, toutes les justices. Donc le sujet aujourd'hui, c'est d'augmenter pour moi de 50%
le budget du ministère de la Justice pour permettre de recruter 16 000 personnes de plus dans toutes les sphères de la justice pour pouvoir juger plus vite. Et j'ajoute que dans certains délits, comme le harcèlement, il faut aller vers des amendes forfaitaires obligatoires et il faut les durcir. C'est ça qui sera efficace. Les amendes, ça marche. Après, le problème, c'est de les recouvrer. Et on sait qu'aujourd'hui, on a malheureusement des gens qui donnent des fausses identités. Donc, il faut recouvrer les amendes. Il faut prendre les numéros de téléphone portable des contrevenants. Il faut recouvrer les amendes. Ça marche en faisant des partenariats, en faisant des retenues sur salaire, en faisant des partenariats avec les directions des finances publiques. C'est ce que j'ai fait pour recouvrer les amendes, là encore, pour les fraudeurs dans les transports. Mais la question des moyens d'enquête, des moyens de la police aussi, parce que voilà, il y a cette situation de harcèlement. La femme qui va porter plainte, elle va se retrouver dans une situation où il faut activer des vidéosurveillance, retrouver la personne, l'identifier, ça demande du temps. Et on sait que parfois ces identifications, elles sont compliquées. Donc il y a aussi le côté de l'enquête, j'imagine. Alors sur l'enquête, moi je veux une troisième force de police qui seront les polices municipales. Je veux que toutes les villes puissent avoir, de plus de 5000 habitants, puissent avoir une vraie police municipale qui fera la police de proximité. Et je veux rendre à la police nationale du temps pour enquêter. Enquêter sur les réseaux, enquêter sur les plaintes. Et c'est la police municipale qui, elle, sera dans la rue, qui protégera les femmes au quotidien, qui prendra éventuellement qui les accueillera au démarrage. Mais c'est ensuite... on rend du temps à la police nationale pour enquêter. Aujourd'hui, malheureusement, et puis il faudra simplifier les procédures, on est à l'heure de l'Internet, je suis sur Brut. Aujourd'hui, 40% du temps de travail de nos policiers, c'est du temps passé à faire la retranscription des auditions. On est à l'heure du numérique, on peut passer à la procédure pénale vidéo, et à ce moment-là, ils auront plus de temps pour enquêter et pour mener les enquêtes qu'il faut pour justement ces violences faites aux femmes. J'ajoute qu'il faut former dans les commissariats et les gendarmeries, à l'accueil de ces femmes, parce que c'est pas toujours bien fait, de mieux en mieux. De mieux en mieux. Moi, j'ai formé les policiers dans ma région et les gendarmes aussi, avec une association spécifique, spéciale. Donc, c'est fait de mieux en mieux et on en a besoin parce que j'avais vu un hashtag double peine pour des femmes qui s'étaient fait agresser et qui étaient mal reçues dans un commissariat. Voilà, alors on va avancer sur la question suivante. Alors là, on me demande si je veux toujours démarier les homosexuels. Alors j'ai dit en 2013, au moment où la loi sur le mariage gay a été votée, que je n'y reviendrai pas. Et à l'époque, j'étais pour l'union civile et non pas pour le mariage. Au propos, à l'époque, c'était un journaliste de LCI qui vous posait la question, c'était le 5 novembre 2012, en disant « On ne peut pas revenir en arrière les démariés » et vous aviez répondu « On peut imaginer de mettre en place un statut d'union civile et de transférer les droits sur un statut d'union civile, ça peut se faire ». Sous-entendu, ça laissait quand même l'idée de revenir un peu en arrière. Non, mais la vérité, c'est que à l'époque, je défendais l'union civile, donc je défendais ce statut d'union civile, et j'ai mal répondu à une question. C'était il y a 10 ans, j'ai mal répondu à une question, et depuis 10 ans, on me la repose à chaque interview. Donc je vous dis, j'ai mal répondu, je dépendais de l'union civile, et dès que la loi a été votée, j'ai dit que j'étais une républicaine, et qu'on n'y reviendrait pas, et que humainement, on n'y reviendrait pas. C'était en 2013, on est en 2022, et voilà. Donc j'ai répondu, et je crois que ce doit être la 70e fois que je réponds à cette question. Donc je crois que là... Parce que ces images, elles restent, notamment votre présence dans des cortèges de la Manif pour tous à l'époque. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui, 10 ans plus tard, vous dites justement c'était il y a 10 ans, est-ce que vous regrettez d'avoir été présent à ces manifestations? À l'époque, je défendais l'union civile et ça, à l'époque, c'était plutôt progressiste à droite de défendre l'union civile des couples de même sexe. Et l'évolution de la société aujourd'hui, ça vous fait dire peut-être 10 ans plus tard, c'est regrettable d'avoir eu ces positions à l'époque? En tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait dans ces manifestations des gens qui n'étaient pas homophobes. Et il y a eu aussi dans ces manifestations des choses qui ont été très violentes et qui ont été dites contre les couples de même sexe. Donc, moi, ce que je crois... C'est pour ça que ça reste dans l'esprit des gens. C'est un moment qui a été violent, mais je vais vous dire pour les Français, qui a divisé profondément les Français. Aujourd'hui, moi, je veux les rassembler. Et comme je l'ai dit en 2013, moi, aujourd'hui, je suis une républicaine humainement, on n'y reviendra pas. Et par ailleurs, sur la PMA pour toutes, dès lors qu'il y a eu un geste qui a été fait pour permettre l'accès aux origines, j'ai dit que j'étais favorable à la PMA pour toutes. On va avancer sur la question suivante.
Instaurer plus d'heures de travail à l'école primaire, permettre aux entreprises de faire travailler plus leurs employés, c'est ça le progrès. Pourquoi ne pas s'inspirer enfin des pays scandinaves qui n'assomment pas leurs citoyens dès le plus jeune âge par une surcharge de travail? Alors moi, je veux pas plus d'heures dans le primaire, hein. Je veux mettre plus de français et de maths dans les programmes. Parce que je m'aperçois qu'on a malheureusement une baisse du niveau de maths et une baisse du niveau de français. Donc c'est les mêmes horaires et je ne mettrai pas plus d'heures. Parce qu'il y a déjà les horaires de nos élèves au primaire, ils sont déjà chargés. Et donc c'est pas plus d'heures. Et par ailleurs, moi ce que je veux, c'est payer plus, mais avec une augmentation de 10% des salaires nets. C'est ma grande mesure. Et dès juin, il y aura 3% de salaire en plus pour tous ceux qui travaillent. Parce que j'enlèverai 30% des cotisations retraite. C'est une mesure pure de pouvoir d'achat. Moi, je veux que le travail paye. Donc ça coûte pas plus cher aux entreprises? Non, c'est l'État qui prend en charge parce que je fais des réformes puissantes qui vont me permettre de faire des économies et je finance. Je suis la seule candidate aujourd'hui qui finance son programme. Je sais que on a le droit d'avoir de la démagogie à tous les étages, mais moi, je assume de faire un certain nombre de réformes qui vont me permettre de financer cette hausse du pouvoir d'achat, cette hausse des salaires nets. Donc pour tous. Et ensuite, je propose à ceux qui veulent travailler plus ou qui veulent transformer, par exemple, les RTT qui n'ont pas prises en salaire, de pouvoir le faire sans charge et sans plafond. Donc ça veut dire qu'on peut transformer une RTT qu'on n'a pas prise en salaire. De la même façon, on peut faire une heure supplémentaire, si on le souhaite, sans plafond. Mais après, moi, c'est la liberté qui me guide. Mais je suis la candidate du pouvoir d'achat qui augmente les salaires aujourd'hui de tous les Français. Est-ce que c'est suffisant? On voit aujourd'hui, on va à la station essence, le litre à plus de 2 €, on voit le prix des matières premières qui augmente, 4,5% d'inflation ce mois-ci, c'est quand même assez impressionnant. Est-ce que ça fait face quand même, enfin 10% c'est peut-être beaucoup, mais en même temps, est-ce que finalement ça ne fait pas qu'un équilibre? Écoutez, quand j'en ai pas, c'est hors inflation, mais 10%, c'est en plus de l'inflation. Donc ça tient compte de l'inflation. C'est 3% hors inflation. Et par ailleurs, sur l'essence, moi j'ai dit que je rendrais 25 centimes par litre aux Français parce qu'il faut rendre l'intégralité des taxes supplémentaires que l'État a perçues. Et par ailleurs, évidemment, il va falloir travailler sur cette question du pouvoir d'achat tout le quinquennat. On s'aperçoit que le retour de l'inflation change beaucoup de choses pour tous les Français. Il y a une question aussi sur le pouvoir d'achat, c'est le logement. Moi, je ne vois pas grand-chose dans les programmes des candidats sur la construction de logements. On a besoin de plus de logements pour les étudiants, j'en propose 100 000. On a besoin de construire plus de logements sociaux, j'en propose 150 000. On a besoin de construire et de rénover 500 000 logements par an. Et j'entends beaucoup de programmes qui disent que c'est pas écologique. Moi, je le dis. Mon écologie, elle est d'abord humaniste. C'est d'abord une écologie du bien-être et du bien-vivre. Et pour avoir une écologie du bien-être et du bien-vivre, il faut mettre fin au mal-logement. Et le coût du logement dans le pouvoir d'achat est très important. Et je vois de plus en plus de jeunes qui n'arrivent pas à se loger aujourd'hui parce que justement, plus personne, les maires sont paralysés, ils n'osent plus construire. Mais dans la région où vous êtes présidente, on voit quand même une situation qui est quand même très compliquée. À Paris, les loyers sont impressionnants. Pour ceux qui nous regardent, 15 mètres carrés à Paris, c'est 650 €. En région parisienne, ça explose également. Comment vous pouvez nous promettre de réussir en tant que présidente, ce que vous n'avez peut-être pas réussi à faire en tant que présidente de région? En tant que présidente de région, j'ai libéré la construction de logements. Et les prix sont toujours mais on a pu construire dans un certain nombre de villes beaucoup plus. Alors, moi, je ne suis pas maire de Paris. Je ne gère pas l'urbanisme de Paris. Désolée, c'était une autre candidate qu'il faut poser la question sur Paris. Parce que je parlais de l'Île-de-France. Mais c'est les maires qui construisent. Moi, je ne peux que les aider à construire s'ils ont envie de construire. S'ils n'ont pas envie, je ne peux rien faire. Une petite question justement pour revenir à ce qu'on disait précédemment sur les heures de travail. On sait que la Belgique a notamment instauré la semaine de 4 jours. Est-ce que vous seriez pour que les entreprises puissent avoir cette liberté-là? Absolument. Moi, je suis pour la liberté. Je suis la candidate de la liberté. Vous savez, j'avais créé un mouvement qui s'appelait Libre. Donc, mon objectif, c'est que les entreprises puissent négocier au sein de l'entreprise et avec les salariés le temps de travail. Et donc, effectivement, on peut avoir des accords qui sont des accords totalement libres en fonction des besoins de l'entreprise. De la même façon sur le télétravail. Moi, j'ai été exemplaire sur le télétravail avant même que la crise Covid, puisqu'on était déjà à 95% d'agents de la région qui étaient en télétravail. Moi, ce que je veux, c'est qu'on s'approprie toutes les nouveautés qui peuvent permettre de travailler, d'améliorer la qualité de vie au travail, que ce soit par le télétravail, que ce soit par des accords d'entreprise.
avec des référendums s'il le faut, pour pouvoir déroger aux règles. Mais ça peut être des accords 32 heures, 35 heures, 39 heures. Après, c'est l'entreprise qui décide. Et puis ça peut être pas le même nombre d'heures pendant l'année, parce qu'il y a des entreprises qui ont des activités extrêmement cycliques et qui peuvent avoir besoin aussi d'être souples. Moi, je veux le choc de simplification. Vous savez, il y avait un candidat, cette élection, Gaspard Koenig, qui disait qu'il était le candidat de la simplification. Eh bien, moi, je serai la candidate de la simplification. Je veux un choc de simplification et je veux diviser par deux toutes les procédures administratives. Et j'utiliserai évidemment les réseaux, Internet, la numérisation, parce que l'administration est terriblement en retard sur tout ça. On a la question suivante. Bonjour Valérie Pécresse, ce serait pour vous poser ma question. Est-ce que vous allez supprimer la réforme de Parcoursup? Merci. Alors Parcoursup, c'est quand même un algorithme opaque. Alors il a le mérite d'organiser l'orientation des élèves. Moi je veux désormais une procédure beaucoup plus transparente pour les jeunes. Je veux que les universités assument, et les écoles, des prérequis, qu'elles les inscrivent et qu'elles disent comment elles vont choisir les étudiants qu'elles vont accueillir, et que les jeunes, eh bien, ils mettent leur lettre de motivation, ils mettent leurs notes, et puis après qu'ils aient des réponses, mais des réponses vraies, pas juste un algorithme qui les affecte. Parce que ça, je pense que les familles et les jeunes ne l'acceptent plus. Mais ça nécessitera évidemment des relations beaucoup plus directes entre les jeunes et les établissements d'enseignement supérieur. Et puis ça nécessitera que les établissements d'enseignement supérieur, ils traitent les demandes une par une, les inscriptions une par une. Concrètement, du coup, ça se passe comment ? C'est une vraie réforme de Parcoursup où on s'inscrit sur Parcoursup, mais c'est l'université qui répond. Et c'est pas un algorithme opaque. D'accord. Une question, le droit de vote à 16 ans, vous êtes pour ou contre ? Non, je suis pas pour le droit de vote à 16 ans parce que j'ai l'impression qu'à 18 ans, déjà, on a beaucoup d'abstention, donc que c'est difficile d'intéresser les jeunes à la politique à 18 ans. Donc 16 ans, ça me paraît jeune. Parce que d'un autre côté, vous voulez responsabiliser entre guillemets les jeunes en abaissant la majorité pénale à 16 ans. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire de dire on veut les responsabiliser face à des éventuels délits, mais en même temps, sur des questions de société, ils seraient toujours bloqués à 18 ans ? Moi, je crois que le sujet de la responsabilité pénale à 16 ans, elle concerne une toute petite minorité de jeunes qui sont aujourd'hui embrigadés dans des réseaux par des caïds qui s'en servent en leur disant « T'inquiète pas, jusqu'à 18 ans, tu risques rien ». Et moi, je veux protéger ces jeunes. Je veux pas qu'on les laisse dans un engrenage de délinquance. Je veux qu'ils en sortent. Et pour qu'on les en sorte, il faut qu'on se dise « À 16 ans, on risque ». Autant qu'à 18. Et donc, il ne faut pas y aller, il ne faut pas aller dans les réseaux de délinquance. Il faut arrêter cette spirale où on va chercher des petits de plus en plus petits pour les engrainer et en faire j'allais dire, les hommes de main des caïds et qui se font choper à leur place. Ça veut dire qu'on garde la même idée, le côté répressif avec la prison. Ils sont plus jeunes. Il n'y a pas peut-être d'autres solutions peut-être pour essayer de les réinsérer dans la société ? Mais bien sûr que si, mais la majorité pénale, c'est des sanctions pénales. Oui. Après, moi je pense que la meilleure des sanctions, c'est dès le premier délit, tu casses, tu répares. Ça s'appelle effectivement les travaux d'intérêt général, les mesures éducatives, mais encore faut-il qu'on en fasse. Aujourd'hui, 345 jours. Un voyou qui saccage, qui casse, qui détruit, 345 jours. Et attendre d'abord le jugement. Donc on a le délai de jugement, ensuite on a le délai d'exécution de la peine. C'est pas possible. On est dans une société où malheureusement un certain nombre de jeunes n'ont plus de repères. Ils n'ont plus de repères parce que dans l'éducation, il y a la règle, mais il y a aussi la sanction. Et la sanction, elle doit être mise en œuvre. Donc moi je veux une agence des travaux d'intérêt général national qui existe, mais qui sera relayée avec toutes les collectivités publiques. Tu casses, tu répares. C'est ça la première des sanctions. Et si c'est dès le premier acte, ça peut avoir un vrai impact. Il faut éviter la spirale de la délinquance. C'est comme ça qu'on protège les jeunes. Et il faut mettre en place aussi de la réinsertion. Moi, je suis très frappée de voir. On parle souvent des prisons indignes. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que qui s'occupe aujourd'hui de la réinsertion des jeunes qui sont détenus? Qui s'occupe de leur donner une deuxième chance? C'est les régions, parce que c'est à elles qu'on a confié cette mission. Et moi, dans ma région, j'ai mis en place tout un programme. Et l'éducation nationale, aujourd'hui, ne suit pas. Donc, il faut aujourd'hui qu'on ait un droit à la deuxième chance aussi. C'est ma France, le droit à la deuxième chance aussi. Sanction, mais droit à la deuxième chance. On va avancer sur la suivante question. Bonjour Madame Pécresse. Avez-vous prévu des mesures contre la fraude fiscale des ultra-riches ?
Alors, j'ai prévu de mettre même un ministre délégué sur la fraude fiscale et la fraude sociale. Un ministre délégué, parce que je crois qu'aujourd'hui, ça n'est pas possible de voir, comme on voit là, une entreprise de conseil qui a de la commande publique et qui dit au Sénat qu'elle paye ses impôts en France, alors que c'est pas vrai. Donc le sujet aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on lutte plus contre la fraude fiscale. On a aujourd'hui des fraudes fiscales organisées, notamment à travers le net, des fraudes à la TVA massive. On a des possibilités d'interconnecter aujourd'hui les données, comme le font les autres pays, mais il faut créer pour ça une vraie police fiscale, une vraie police cyber, avec un parquet cyber, et pouvoir mettre en place tout ça. Mais c'est vrai que ça se fera au niveau national, ça doit aussi se faire au niveau mondial et européen, parce qu'il va falloir pouvoir aller regarder ce qui se passe dans les paradis fiscaux. Et j'avais déjà entamé cette lutte quand j'étais ministre du Budget il y a 10 ans. Je veux reprendre ce combat aujourd'hui. Il y a une question plus personnelle qui vous est posée, notamment sur de possibles conflits d'intérêts. Votre mari occupe de hautes fonctions chez Alstom et donc désormais chez General Electric. Comment vous évitez demain qu'il y ait tout conflit d'intérêts ? Eh bien, on en a parlé entre nous et il a décidé, et c'est une décision lourde, de quitter ses fonctions. Il considère que si je suis élu président de la République, il ne peut pas rester salarié d'une entreprise privée comme il l'est aujourd'hui. Et donc, eh bien, si je suis élu président de la République, il se consacrera à des activités d'intérêt général. Voilà, par amour pour moi. Mais c'est important parce que les Français, effectivement, se posent cette question et ils ont raison de se la poser. Voilà, aucun conflit d'intérêt. On a la question suivante. Bonjour Madame Pécresse, pourquoi vous vantez-vous qu'Emmanuel Macron a repris les grandes lignes de votre programme sur le RSA, sur la retraite à 65 ans, alors qu'il s'agit d'un programme de casse sociale ? Vous avez mentionné qu'il s'agissait d'une contrefaçon sur votre compte Twitter le 17 mars. Aujourd'hui, à 62 ans, un quart des plus pauvres sont déjà morts. Je vous laisse répondre à ça. Sur la réforme des retraites, je sais que ce n'est pas une réforme populaire, mais il faudra la faire. Et moi, je dis aux Français la vérité. Je suis faite comme ça, je leur dis la vérité, parfois la vérité qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Sur la retraite à 65 ans, pourquoi il va falloir le faire ? Regardez dans les autres pays. Alors là où votre internaute a raison, c'est que dans mon projet, il y a l'augmentation de l'âge de la vie en bonne santé. Il y a la révolution de la prévention santé globale. Moi, je veux qu'on refasse une politique de prévention pour vivre mieux et vivre plus longtemps en bonne santé. Et ça passe dès l'école, par la médecine scolaire. Vous savez qu'il y a pratiquement plus de médecine scolaire à l'école. Je la confierai au département. Je veux qu'on fasse une vraie politique de prévention. Ça passe par la fin des déserts médicaux. La fin des déserts médicaux avec la politique de prévention qui serait confiée aux médecins, aux infirmiers, mais aussi aux pharmaciens, pour qu'on puisse faire du dépistage. On a besoin de faire cette révolution de la prévention. Au travail aussi, parce que, vous le savez, la médecine du travail, elle passe très rarement. Donc, on fait cette révolution de la prévention, on aide les Français à vivre plus longtemps. Je veux aussi lutter contre tous les produits chimiques qui sont dans l'atmosphère et qui atteignent à notre santé. Je veux un étiquetage obligatoire des produits qui contiennent des produits nocifs pour la santé. Je veux ce concept de santé globale pour qu'on augmente de 3 ans l'espérance de vie en bonne santé des Français. Et ça, c'est un projet très puissant. C'est possible. Les Suédois, par exemple, c'est 74 ans l'espérance de vie en bonne santé. En France, c'est 64 ans. Donc, on a besoin aujourd'hui de faire cette révolution de la prévention de la santé, de mettre fin aux déserts médicaux. Et ça, c'est important. Mais sur la réforme des retraites, pardon, je n'ai pas la question. Je rebondis juste après, peut-être pour vous laisser développer ensuite, mais sur les déserts médicaux, justement, comment on fait pour que demain, des médecins y aillent ? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est cette difficulté-là. Ce constat, il est fait peut-être même depuis des décennies, mais il y a un manque d'attractivité. Comment vous faites aujourd'hui pour que ça marche ? Moi, je décentralise le problème. Au lieu de partir d'en haut et de dire on va former tant de médecins, je pars d'en bas et je dis où sont les besoins de santé dans le territoire. Et je regarde qui sont les professionnels de santé du territoire. Donc par exemple, s'il y a des infirmiers ou infirmières qui ont 20 ans de pratique, je les aide à prendre plus de compétences. S'il y a des médecins généralistes qui veulent se spécialiser, je les aide à se spécialiser pour fournir des nouveaux services qui manquent. S'il y a des pharmaciens qui veulent faire davantage, ils feront davantage. J'essaie de faire progresser tout le monde en compétences, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et je rémunère pour ces nouvelles compétences. Et puis, je prends les 4000 médecins étudiants généralistes
qui ont aujourd'hui 3 ans de spécialité, et je leur mets une 4e année de spécialité. Et cette 4e année de spécialité, c'est 1 an sur le terrain. 1 an sur le terrain dans une maison médicale ou dans un cabinet de groupe, dans un territoire qui manque de médecins. Et je fais arriver 4000 jeunes pendant 1 an dans tous les territoires carencés, 4000 jeunes généralistes, en espérant que ces jeunes généralistes vont se plaire dans ces territoires, qui vont les aimer et qui vont s'y installer. Et j'ajoute qu'en contrepartie, je revalorise tous les actes médicaux. Parce qu'avec l'inflation telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui peut penser qu'une consultation de généraliste d'un bac plus 8 aujourd'hui, eh bien, ça vaut 25 €. Donc on revalorisera les consultations et les actes médicaux. Alors la question justement aussi des retraites, c'est ce que disait ce monsieur aujourd'hui. Quand on a 60 ans, il y a aussi la question de la pénibilité. Le fait que pour certains, voilà, quand on arrive à cet âge-là, on n'est pas forcément en très bonne santé. Comment on aménage les choses? Parce qu'aujourd'hui, voilà, vous actez les 65 ans, c'est pas forcément populaire, mais d'un autre côté, il y a des gens pour qui ces 65 ans, ils ne vont même pas les voir. Alors c'est 65 ans, sauf pour les Français qui sont usés par leur travail. Et dès que j'arriverai à la présidence, je ferai une grande conférence des salaires et sociales pour augmenter les salaires, c'est ma première mesure, et une conférence sociale pour travailler sur cette réforme des retraites. Et bien évidemment, on négociera avec les syndicats la question des carrières longues, de tous ceux qui ont commencé à travailler très jeunes, et de la pénibilité des métiers, parce qu'il y a des métiers dans lesquels on ne peut pas envisager de travailler jusqu'à 65 ans, on le sait. Et puis par ailleurs, moi je voudrais aussi développer pour les salariés seniors un projet qui est celui des 2e carrières, à moitié dans l'entreprise, à moitié comme formateur dans des centres de formation. Je veux qu'on revalorise l'enseignement professionnel, je veux qu'on le confie aux régions, et je voudrais que dans les lycées professionnels et dans les centres de formation professionnelle, pour les demandeurs d'emploi, puissent venir davantage enseigner des seniors. Moi, je crois beaucoup à une espèce de compagnonnage entre un jeune et un salarié senior pour apprendre les ficelles du métier, pour apprendre les savoir-être, pour apprendre et donc essayer d'organiser ces fins de carrière qui seront des fins de carrière de partage des tâches entre le travail en entreprise et le métier de formateur. Et dans ces cas-là, ça permettra d'avoir, dans un certain nombre de métiers, des fins de carrière qui soient plus douces et qui permettent d'être effectivement moins épuisés à la fin et surtout de rester dans l'emploi, parce que vous savez que le sujet c'est aussi de maintenir les seniors dans l'emploi jusqu'à la retraite. Je ne change pas les 67 ans, c'est-à-dire que le taux plein est à 67 ans. Là, il n'y a rien de changé par rapport à avant. L'intérêt de cette réforme des retraites, c'est quoi? C'est que plus aucun retraité ne partira avec moins du SMIC. Et ça, c'est aussi très important pour les jeunes qui nous écoutent. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, il y a des petites retraites. Et ces petites retraites ne permettent pas aux retraités de vivre décemment. Et pour faire face au grand âge, on a besoin d'avoir des revenus décents. Avec moi, toutes les retraites seront au SMIC. Il nous reste encore quelques minutes, on a la question suivante. Vous avez quasi le même programme que Le Pen sur l'immigration et la sécurité, quasi le même programme que Macron sur l'économie. Qu'est-ce que vous apportez de différent? 4 mesures qui sont absolument dans aucun des programmes. Moi, je n'ai pas les mêmes programmes que Marine Le Pen sur l'immigration ou qu'Éric Zemmour. Je ne confonds pas islam et islamisme. Je lutte contre le terrorisme islamiste. Je considère que tous nos compatriotes ont la même dignité, quelle que soit leur origine et leur religion. Ce que je dis juste, c'est que la loi est au-dessus de la foi et que c'est la loi de la République pour tous, même droit, même devoir. Donc je n'ai pas le même programme que Marine Le Pen et je n'ai pas le même programme qu'Emmanuel Macron, parce que moi, effectivement, je remets de l'ordre dans la rue. J'ai une mesure de mon programme que je suis la seule à avoir. Quand on s'attaque à une personne qui a autorité, c'est 1 an de prison ferme. Un maire, un professeur, un élu, un policier, un médecin. Moi, je veux vraiment impunité zéro. Je veux aussi, sur l'économie, je veux beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de simplification. C'est pas du tout dans le programme d'Emmanuel Macron, qui n'a fait que bureaucratiser la société, que donner aux technocrates encore plus de pouvoir tout le temps. Je propose 10% de hausse des salaires. Je suis la seule à proposer cette mesure, qui est une mesure très forte de pouvoir d'achat. Donc je ne crois pas avoir le même programme et je propose 2 fois plus de baisse d'impôts qu'Emmanuel Macron. Donc je suis 2 fois plus audacieuse sur les réformes économiques et sur les baisses d'impôts
qu'Emmanuel Macron. Et sur la sécurité et l'immigration, je propose des mesures qui sont des mesures républicaines, notamment des quotas migratoires. Les quotas migratoires, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on choisit qui on accueille et qu'on traite pas de la même façon les pays qui sont dans de très bonnes relations avec la France et les pays qui ne le sont pas. Le principe est simple. On reprend les clandestins rentrent chez eux. Les pays qui ne veulent pas les reprendre, c'est 0 visa. Moi, j'ai une politique de quota migratoire. C'est pas du tout la même politique que l'extrême droite. Très rapidement, niveau sécurité, vous dites 1 an de peine de prison pour certains délits, certaines violences. Les prisons sont déjà pleines. Vous faites quoi ? Alors, il faut qu'on construise des nouvelles places de prison. C'est vrai que nos prisons aujourd'hui sont surpeuplées et indignes. À ce stade, il faut qu'on les sorte de terre. Donc moi, ce que je propose, combien de places ? 20 000. 20 000, ok. 20 000, mais c'est ce que demandent tous les juges aujourd'hui. Ils disent que, parce que moi, ce que je veux, c'est aller vers l'encellulement individuel, c'est avec des prisons dignes. Et ça permettra complètement de changer les choses. Et aussi d'organiser une vraie politique de réinsertion. Du coup, ça répond et de sécurité. Ça répond à la question. Il nous reste encore quelques questions, c'est pour ça que je préfère. D'accord. Bon, bah alors on avance. Bonjour Madame Pécresse, j'avais une question pour vous. Si Monsieur Macron est réélu et qu'il vous proposait un poste de ministre, seriez-vous capable d'accepter ? La réponse, c'est non. C'est non parce qu'on a un fossé entre nous. Moi, je considère que son bilan est mauvais. Qu'il est mauvais parce que les violences augmentent. Qu'il est mauvais parce que les services publics sont en berne. L'école, la santé, la justice. Qu'il est mauvais parce qu'il a opposé la ville et le rural, que la ruralité a été oubliée. Qu'il est mauvais parce que le pouvoir d'achat est en berne, que le travail n'est pas assez valorisé. Qu'il est mauvais parce qu'il n'a pas fait les grandes réformes dont le pays a besoin pour pas léguer aux générations futures une dette écologique et une dette financière abyssale. Et je le dis à tous les jeunes qui nous regardent, 1 000 milliards de dettes de plus en 10 ans, cette dette, c'est des impôts différés. Parce que l'argent magique, ça n'existe pas, et c'est les générations futures auxquelles on la transfère. Moi, j'ai le programme pour les générations futures, un programme qui les respecte. Et donc, non, il n'y a pas de possibilité pour ça. La question suivante. Bonsoir Madame Pécresse. Ma question sera, que pensez-vous de la non-officialisation de soutien de Monsieur Nicolas Sarkozy portant à votre égard? N'ayez-vous pas peur qu'il rejoint Monsieur Emmanuel Macron pour cette présidentielle? Passez une bonne soirée et merci de votre réponse. Alors, ce que je crois aujourd'hui, moi j'ai été ministre de Nicolas Sarkozy et j'ai effectivement appris la politique avec Jacques Chirac, avec Nicolas Sarkozy. Mais aujourd'hui, je trace ma route. Je crois que cette présidentielle, c'est la rencontre entre une femme et un pays. Ça répond pas à la question, permettez-moi. Non, mais parce que je pense que les Français, ils votent pour un président de la République et ils votent pas pour un comité de soutien. Innocent de ne pas avoir l'ancien président de la République issu de votre sensibilité, de votre famille politique, qui n'est pas présent depuis le début. Comment vous le vivez? Est-ce que c'est pas quelque chose de, je vais pas dire blessant, mais en tout cas un manque de soutien? Écoutez, la vérité, c'est celle que je vous dis. Aujourd'hui, je trace ma route et j'espère aujourd'hui convaincre les Français que j'ai le bon projet pour la France. Celui qui va rétablir l'autorité, redonner beaucoup de liberté à ce pays qui en a tellement besoin, et puis qui va revaloriser le pouvoir d'achat, y compris pour la jeunesse. Une toute dernière question, Madame Pécresse. Sur les réseaux sociaux, vous êtes souvent parodiée, parfois même moquée. Comment vous le percevez? Comment vous le vivez? Vous savez, aujourd'hui, je trace ma route, je l'ai dit, et c'est important pour moi de dire à tous les Français que le système a choisi. Emmanuel Macron veut Marine Le Pen comme adversaire. Et c'est pour ça qu'on n'a attaqué que moi. J'ai été la femme à abattre pendant toute cette campagne. Et on a beaucoup utilisé les réseaux sociaux pour ça, pour m'abattre. Moi, je dis à tous les Français qui ne veulent pas se faire voler cette élection, tous ceux qui n'acceptent pas qu'on leur dise que les sondages font le vote, eh ben je leur dis, allez voter, bougez-vous, parce que rien n'est écrit, vous êtes des Français, vous êtes libres, choisissez.